Je suis rentré à la maison parce que j'avais oublié mon téléphone portable. J'ai ouvert la porte doucement et j'ai entendu ma femme dans la chambre parler au téléphone avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tranquille, mon amour, il ne sait rien. Ce soir il part en voyage. Viens à 22h. J'ai les clés de l'appartement prêtes pour toi. » À ce moment-là, 23 ans de mariage se sont transformés en cendres. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Activez la clochette. Car chaque jour nous avons de nouvelles histoires. Laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Javier Ruiz Moral, j'ai 52 ans et je travaille comme architecte senior dans une entreprise de construction d'immeubles résidentiels à Madrid. Pendant 23 ans et 7 mois, j'ai cru avoir un mariage solide avec Béatrice Moreno Sans, mon épouse de 48 ans, décoratrice d'intérieur. Nous avions un fils, Marcos, 26 ans, étudiant en dernier semestre d'un master en administration des affaires. Ce matin-là, le mardi 14 mai 2024, je suis sorti de chez moi exactement à 7h du matin comme toujours. J'avais une réunion cruciale avec des investisseurs japonais à 9h30. Un contrat de 600 000 € dépendait de cette présentation. J'avais ma mallette avec les plans révisés, mon ordinateur portable et toute la documentation nécessaire. Béatrice dormait encore quand j'ai fermé la porte de notre appartement dans le quartier de Chambry. Le métro était bondé comme tous les matins. Je me suis serré dans la foule de la ligne 10, révisant mentalement les points clés de ma présentation. C'est exactement à 7h22, entre les stations Gregorio Maranon et Alonso Martinez, que j'ai mis la main dans la poche de ma veste cherchant mon téléphone pour vérifier les derniers emails. La poche était vide. J'ai palpé l'autre poche. Rien. J'ai fouillé désespérément ma mallette. Le téléphone portable n'était pas là. J'ai ressenti une pointe de panique. Tout mon travail était synchronisé sur cet appareil, contact client, accès aux plateformes de design, authentification bancaire. Mais plus important encore, j'avais besoin de ce téléphone pour la présentation. Les investisseurs japonais m'enverraient des confirmations de dernière minute. Je suis descendu à la station suivante, Alonso Martinez, et j'ai pris le métro dans la direction opposée. J'ai juré entre mes dents. La réunion était dans moins de 2h30, mais si je me dépêchais, je pourrais rentrer à la maison, récupérer mon téléphone et arriver juste à temps. Je me suis souvenu l'avoir laissé charger sur la table de chevet. Une stupidité. 28 ans de travail et je n'avais jamais oublié quelque chose d'aussi important. Le trajet de retour m'a semblé une éternité. Chaque arrêt, chaque seconde perdue, augmentait mon anxiété. Finalement, je suis arrivé à ma station à 7h43. J'ai couru dans les rues encore calmes de Chambry. J'ai monté les escaliers de notre immeuble de 5 étages sans attendre l'ascenseur. Nous vivions au 4e étage. J'y suis arrivé essoufflé. J'ai inséré la clé dans la serrure avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller Béatrice si elle dormait encore. La porte s'est ouverte silencieusement. L'appartement était dans la pénombre. Les rideaux du salon encore fermés. J'ai fait 2 pas à l'intérieur et c'est alors que je l'ai entendu. La voix de Béatrice venait de la chambre. Elle parlait au téléphone, mais ce n'était pas sa voix normale. C'était un ton que je ne lui avais jamais entendu, doux, intime, coquet. Je suis resté paralysé dans le couloir. « Tranquille, mon amour. Il ne sait rien de nous », disait ma femme avec un rire doux qui me transperça comme un couteau. « Je t'ai déjà dit qu'il part ce soir à Barcelone pour 3 jours. C'est le moment parfait. » Je me suis appuyé contre le mur du couloir, incapable de bouger. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'elle ne l'entende. « Viens à 22h, chérie. À cette heure-là, il sera déjà parti pour l'aéroport. J'ai les clés de l'appartement prêtes pour toi. Nous pourrons être ensemble tout le week-end sans souci. » Silence. Béatrice écoutait la personne à l'autre bout du fil. Puis elle a ri de nouveau. Ce rire complice que je croyais n'être que pour moi. « Moi aussi tu me manques, Gonzalo. Ces 2 semaines sans te voir ont été une torture. Mais il ne reste plus longtemps. J'ai du vin. J'ai préparé ton plat préféré et bon, tu sais le reste. Gonzalo. » Le nom a résonné dans ma tête. Gonzalo Vega Torres, l'associé commercial de Béatrice, l'homme de 44 ans avec qui elle avait ouvert l'entreprise de décoration d'intérieur il y a 16 mois.
L'entreprise que j'avais financée avec 180 000 € de mes économies. Je suis resté immobile dans le couloir, le dos collé contre le mur froid. Chaque mot qui sortait de la chambre était un coup direct à l'estomac. J'avais des nausées. Mes mains tremblaient et j'ai dû serrer les poings pour les contrôler. Non, ne t'inquiète pas, a continué Béatrice avec cette voix mielleuse qui me semblait maintenant répugnante. Ravière ne se doute jamais de rien. Il est tellement absorbé par ses projets et ses réunions qu'il me regarde à peine. Hier soir, il a travaillé jusqu'à 23 heures sur ses plans ennuyeux. Il n'a même pas dîné avec moi. J'ai fermé les yeux avec force. C'était vrai. Hier soir, j'avais travaillé tard sur les designs pour la présentation d'aujourd'hui. J'avais mangé un sandwich dans mon bureau pendant qu'elle regardait la télévision dans le salon. Quand j'ai eu fini, Béatrice était déjà allée dormir. L'appartement sera entièrement à nous de 22 heures jusqu'à dimanche soir, l'ai-je entendu dire. 3 jours entiers, mon amour. Nous pourrons rester au lit tout le samedi si nous voulons. Nous commanderons des plats à emporter, nous regarderons des films, nous ferons tout ce que nous ne pouvons pas faire quand il est ici. Il y eut une autre pause pendant qu'elle écoutait la réponse de cet homme, de Gonzalo, le type à qui j'avais serré la main des dizaines de fois. Le type qui venait dîner chez nous. Le type qui m'appelait ami alors qu'il me servait du vin à ma propre table. Oui, je sais que c'est risqué, mais cela rend les choses plus excitantes, tu ne trouves pas, Harry Béatrice. Son rire sonnait jeune, amoureux. De plus, cela fait 14 mois que ça dure. S'il devait le découvrir, il l'aurait déjà fait. Il est trop confiant, trop naïf. Il croit que notre mariage est parfait. 14 mois, plus d'1 an. Pendant que je travaillais 70 heures par semaine pour maintenir notre niveau de vie, pour payer son entreprise, pour financer le master de notre fils, elle était avec un autre homme. 14 mois de mensonges, de faux baisers, de je t'aime vide. Tu as apporté les clés que je t'ai données la dernière fois, n'est-ce pas? Celles du portail et de l'appartement. Je ne veux pas que tu aies à sonner. Entre directement. Je t'attendrai avec quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. La lingerie que je lui avais offerte pour notre anniversaire il y a 3 mois. 540 € pour un ensemble de soie italienne que j'avais acheté en pensant lui faire une surprise romantique. Elle l'avait à peine porté avec moi. C'est trop élégant pour être à la maison, m'avait-elle dit. Maintenant, je comprenais pour qui elle le gardait. Mon esprit fonctionnait sur 2 niveaux simultanément. Une partie de moi voulait entrer dans cette chambre, lui arracher le téléphone des mains et lui crier tous les mots qui s'agitaient dans ma gorge. Je voulais la voir effrayée. Je voulais qu'elle ressente, ne serait-ce qu'une fraction de la douleur que je ressentais à cet instant. Mais une autre partie de moi, la partie rationnelle qui avait bâti une carrière basée sur une planification méticuleuse et une exécution précise, me disait d'attendre, d'observer, de recueillir des informations avant d'agir. Les émotions brouillent le jugement. Nous, les architectes, savons que la structure la plus solide nécessite du temps et des calculs exacts. Je dois raccrocher, chérie, a murmuré Béatrice. Je vais prendre une douche et me préparer à aller au studio. Cet après-midi, j'ai une réunion avec les clients du projet de Pozuelo, mais je ne cesserai de penser à cette nuit. Je t'aime, Gonzalo, je t'aime tant. J'ai entendu le son distinctif d'un baiser envoyé par téléphone. Puis le silence. Les pas de Béatrice se sont dirigés vers la salle de bain. L'eau de la douche a commencé à couler. Je me suis déplacé avec une extrême prudence. Je suis entré dans la chambre avec des pas de voleur dans ma propre maison. Le lit était défait, les draps en désordre. Sur la table de chevet, du côté de Béatrice, se trouvait son portable. De l'autre côté, sur ma table de chevet, se trouvait le mien, exactement là où je l'avais laissé branché au chargeur. Je l'ai pris d'une main tremblante. L'écran s'est allumé, affichant 17 notifications de mails professionnels. Dans d'autres circonstances, j'aurais été stressé par chaque message non lu. Maintenant, il me semblait complètement insignifiant. Je suis sorti de la chambre, j'ai traversé le salon, j'ai ouvert la porte d'entrée millimètre par millimètre pour qu'elle ne fasse pas de bruit. L'eau de la douche coulait toujours. Béatrice fredonnait une chanson. Elle semblait heureuse. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai descendu les escaliers comme un automate. Mes jambes se déplaçaient par inertie tandis que mon cerveau tentait de traiter ce que je venais de vivre.
Je suis sorti de l'immeuble à 8h07 du matin. L'air frais de mai a frappé mon visage, mais je n'ai ressenti aucun soulagement. J'ai marché sans but pendant plusieurs minutes. Les gens passaient à côté de moi pressés, avec leur routine matinale, leurs préoccupations quotidiennes. Personne ne remarquait que l'homme en costume gris qui marchait parmi eux venait de voir sa vie s'effondrer. J'ai trouvé un petit café au coin de la rue Almagro. Je suis entré. L'odeur de café frais et de pâtisserie m'a retourné l'estomac. Je me suis assis à une table au fond, loin de la fenêtre. « Que allez-vous prendre » a demandé une jeune serveuse d'une vingtaine d'années. « Café noir » ai-je répondu d'une voix que je n'ai pas reconnue comme étant la mienne. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. J'ai posé mon téléphone sur la table, je l'ai fixé. Dans cet appareil se trouvaient tous mes contacts professionnels, mon agenda, les codes d'accès à des projets de plusieurs millions d'euros. J'étais rentré à la maison juste pour cet objet et, au lieu de cela, j'avais découvert que mon mariage était une farce. J'ai appelé ma secrétaire depuis ce café. Je lui ai dit qu'une urgence familiale était survenue et de reprogrammer la réunion avec les Japonais pour la semaine prochaine. 28 ans de réputation impeccable me donnaient ce crédit. Elle n'a pas posé de questions. J'ai passé le reste de ce mardi dans un état de choc contrôlé. Je suis rentré à l'appartement à 18h. Béatrice préparait le dîner, radieuse, maquillée comme si elle allait à un gala. Elle portait une robe noire que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Comment s'est passée la réunion avec les Japonais » a-t-elle demandé en coupant des légumes. Son jeu était impeccable. Bien, très productive, ai-je menti. Les mots sortaient automatiquement tandis que mon esprit travaillait sur une fréquence complètement différente. Je suis content, mon chéri. Au fait, je me suis rappelé que tu pars pour Barcelone aujourd'hui, n'est-ce pas? À quelle heure est ton vol? À 9h30. Je dois partir d'ici à 20h. Béatrice a hoché la tête avec une expression de compréhension parfaitement feinte. Je te préparerai quelque chose de léger alors. Des sandwichs. C'est bien. Nous avons dîné dans un silence tendu que seul moi percevais. Chaque bouchée me coûtait à avaler. Je l'observais pendant qu'elle mangeait, cherchant des signes que j'avais ignorés pendant 14 mois. Comment n'avais-je pas vu cela avant? Les messages qu'elle effaçait rapidement quand j'entrais dans la pièce, les appels qu'elle prenait sur le balcon, les nuits où elle rentrait tard du studio avec des excuses de réunion avec des clients. À 20h pile, j'ai pris ma valise que j'avais préparée quelques jours auparavant. Béatrice m'a embrassé sur la joue avec une affection répétée. Fais bon voyage. On se voit dimanche. Prends soin de toi, ai-je répondu et je suis parti. Mais je ne suis pas allé à l'aéroport. J'ai pris un taxi directement pour l'hôtel Silken à Puerto América, à 15 minutes de notre appartement. J'ai payé 3 nuits d'avance en espèces. Chambre 312. De la fenêtre, je pouvais voir la ville illuminée, indifférente à ma catastrophe personnelle. Pendant 3 jours, je suis resté enfermé dans cette chambre à réfléchir, j'ai peu mangé, moins dormi. Le vendredi matin, j'ai pris une décision. Je ne confronterai pas Béatrice avant d'avoir des preuves irréfutables. Je ne me laisserai pas emporter par la rage. J'avais besoin d'informations. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Le lundi suivant, après mon retour de Barcelone, j'ai cherché sur Internet des services d'enquête privée à Madrid. J'en ai trouvé plusieurs, mais un a attiré mon attention, Ortega Investigación Privada, spécialisé dans les infidélités matrimoniales et les fraudes. Le site web affichait des références impressionnantes. J'ai appelé ce même lundi à 10h du matin depuis mon bureau. Ortega Investigación. Bonjour, a répondu une voix masculine grave. Bonjour. J'ai besoin de services d'enquête. C'est une affaire personnelle. Je comprends parfaitement, monsieur. Pourriez-vous venir au bureau? Il est situé Cal Serrano, numéro 83, 3e étage. 2 heures plus tard, j'étais assis devant Félix Ortega Diaz, un homme de 55 ans aux cheveux gris et au regard qui transmettait l'expérience des tragédies humaines. Son bureau était discret mais professionnel. Racontez-moi votre situation, monsieur Ruiz, a-t-il dit après que je lui ai donné mon nom. Je lui ai tout raconté, les mots que j'avais entendus, le nom de Gonzalo, les 14 mois qu'elle avait mentionnés. Félix prenait des notes sur un carnet, hochant la tête occasionnellement. « Que voulez-vous savoir exactement » a-t-il demandé quand j'ai eu fini.
Tout. Je veux savoir chaque détail. Quand se voit-il? Où? À quelle fréquence? Je veux des photographies, des enregistrements, si possible. J'ai besoin de preuves qui résisteront à toute contestation. Soupçonnez-vous qu'il y a plus en jeu que l'adultère? La question m'a arrêté, je n'y avais pas pensé. Comment ça? D'après mon expérience, quand il y a des affaires en jeu, surtout des affaires que vous avez financées, parfois le roman n'est qu'une partie du tableau. Je suggère d'enquêter également sur les mouvements financiers de l'entreprise de votre femme. J'ai senti un vide dans l'estomac. Faites-le. Enquêtez sur tout. Mes honoraires sont de 150 € de leur plus les frais. Ce type d'enquête prend généralement entre 2 et 4 semaines. Je calcule environ 6 000 €. Allez-y. Je vous virerai 3 000 € immédiatement comme avance. Félix a tendu la main. Je lui ai serré. Je vous tiendrai informé toutes les 72 heures et Monsieur Ruiz, préparez-vous. Ce que je trouverai pourrait être pire que ce que vous imaginez. Je n'avais aucune idée à quel point il avait raison. Les premières 72 heures furent les plus longues de ma vie. Je suivais ma routine normale, bureau, projet, réunion. Le soir, je rentrais à la maison où Béatrice agissait comme une épouse dévouée. Nous dînions ensemble, regardions la télévision. Elle commentait les détails de sa journée au studio de décoration. J'acquiesçais, souriais, répondait par des monosyllabes. Le jeudi de cette première semaine, Félix m'a appelé. Nous avons confirmation. Votre femme rencontre Monsieur Vega 3 fois par semaine en moyenne, les mardis et jeudis dans un appartement à Malazana qu'il loue au nom de son entreprise. Les vendredis, ils déjeunent ensemble au restaurant La Candela. Resto à Chambry. Photos. Je vous les enverrai par courrier chiffré dans 1 heure. Les images sont arrivées ponctuellement. Béatrice et Gonzalo entrant dans l'immeuble de Malazana, main dans la main, s'embrassant à la porte. Gonzalo avec son bras autour de la taille de ma femme. Au restaurant, les deux riant, elle lui touchant tendrement le visage. Chaque photo était un coup de poignard, mais je les ai toutes sauvegardées méthodiquement dans un dossier numérique. 2 semaines après le début de l'enquête, Félix m'a de nouveau convoqué à son bureau. Son expression était sombre. Monsieur Ruiz, nous avons trouvé quelque chose dans les registres financiers de Moreno Di Zeno Interior. Il a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. Il a montré des relevés bancaires, des virements, des documents comptables. Au cours des 14 derniers mois, votre épouse et Monsieur Vega ont détourné 93 000 € de l'entreprise vers un compte joint qu'ils ont ouvert en mars de l'année dernière. Les fonds sont enregistrés comme dépenses d'exploitation et paiements aux fournisseurs. Mais les fournisseurs n'existent pas. Ce sont des sociétés écrans. La pièce a semblé s'incliner. 93 000 € des 180 000 € que vous avez investis initialement, le reste est en actifs légitimes de l'entreprise, mobilier, inventaire, compte débiteur. À quoi leur sert cet argent? Félix a sorti un autre document. J'ai trouvé une demande de prêt commercial au nom des deux. Ils prévoient d'ouvrir un deuxième local de décoration, mais complètement indépendant, sans votre participation. Ils utiliseront les 93 000 € comme capital initial. Ce n'était pas seulement de l'adultère, c'était du vol, de la conspiration. Ils construisaient un avenir ensemble avec mon argent pendant que je travaillais comme un idiot pour les maintenir à flot. Il y a autre chose, a dit Félix d'une voix prudente. Quelque chose que j'ai découvert il y a 2 jours et que je voulais vérifier avant de vous informer. J'ai levé les yeux des relevés bancaires que je tenais encore dans mes mains tremblantes. Qu'est-ce qui pourrait être pire que cela? L'enquêteur a sorti son téléphone portable et a fait glisser son doigt sur l'écran, cherchant quelque chose de spécifique. Quand il l'a trouvé, il a tourné l'appareil vers moi. L'image montrait une terrasse de restaurant, 3 personnes assises autour d'une table, Béatrice, Gonzalo et une 3e personne que j'ai immédiatement reconnue, mon fils Marcos. Cette photo a été prise mercredi dernier au restaurant Casamono à Lavapié. Heure, 14h15. Ils y sont restés près de 3 heures. J'ai observé l'image avec incrédulité. Les 3 riaient. Gonzalo avait son bras sur le dossier de la chaise de Béatrice. Marcos levait un verre de vin dans ce qui semblait être un toast. Ce n'était pas une rencontre fortuite ou accidentelle. La familiarité entre eux était évidente. Cela pourrait être juste un déjeuner d'affaires, ai-je dit, même si ma voix manquait de conviction.
Marcos aide parfois sa mère avec des questions administratives pour l'entreprise. Félix a fait glisser l'écran vers l'image suivante. Même terrasse, angle différent. Sur cette photo, Béatrice et Gonzalo s'embrassaient tandis que Marcos regardait ailleurs avec une expression ennuyée, comme si cela était si normal que cela ne méritait même pas son attention. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Il y a 6 autres photos de ce même jour. Sur toutes, votre fils démontre une connaissance et une acceptation totale de la relation entre sa mère et Monsieur Vega. Depuis combien de temps Marcos est-il au courant? Cela, je ne peux pas le déterminer avec certitude, mais j'ai obtenu l'accès aux caméras de sécurité de l'immeuble à Malazana, où ils se rencontrent. Votre fils a visité cet appartement à 4 reprises au cours des 8 derniers mois. La première fois, c'était le 22 septembre de l'année dernière. 8 mois. Marcos avait su la trahison de sa mère pendant 8 mois et il ne m'avait jamais dit un mot, ni un signe, ni un avertissement. Pendant que je travaillais pour payer son master de 28 000 €, pendant que je lui donnais de l'argent pour ses dépenses, pendant que nous dînions ensemble le dimanche, il gardait le silence sur la destruction de notre famille. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui puisse confirmer cela, ai-je dit en me levant brusquement. Quelqu'un de proche de Marcos. 2 heures plus tard, j'étais assis dans un bar près de l'université avec Roberto Sanchez-Il, le père d'Andrés, le meilleur ami de Marcos depuis le lycée. Roberto était comptable, nous avions 49 ans. Nous avions partagé d'innombrables scènes familiales au cours de la dernière décennie. Javier, tu as l'air terrible. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Roberto en me voyant arriver, l'air défait. Je n'avais pas l'énergie pour des détours. Savais-tu que Béatrice a un amant? Roberto a pâli. Son silence était toute la réponse dont j'avais besoin. Depuis combien de temps le sais-tu, Javier? Moi, depuis combien de temps, Roberto? Il a soupiré profondément. Andrés me l'a raconté il y a environ 6 mois. Marcos le lui avait dit. Je voulais te le dire. Je te jure que je voulais, mais Andrés m'a supplié de ne pas m'en mêler. Il a dit que Marcos lui avait fait promettre le silence. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû entrelacer mes doigts sur la table. Pourquoi? Pourquoi Marcos protégerait-il sa mère dans une chose pareille? Roberto a regardé sa bière sans y toucher. Selon ce qu'Andrés m'a raconté, Béatrice a convaincu Marcos que toi. Que tu travaillais trop, que tu ne lui prêtais pas attention, qu'elle se sentait seule et abandonnée. Apparemment, elle lui a dit que Gonzalo la rendait heureuse d'une manière que tu ne pouvais plus. Chaque mot était un coup de marteau. Et Marcos l'a accepté, l'a justifié? C'est sa mère, Javier. Les enfants se rangeront toujours du côté de celui qui leur raconte l'histoire en premier, surtout si cette histoire les fait se sentir moins coupables de garder le secret. Que sais-tu d'autre? Roberto hésita, débattant clairement en interne de ce qu'il devait révéler. Finalement, il parla. Marcos leur a prêté de l'argent. Je ne sais pas combien exactement, mais Andrés a mentionné que ton fils a investi une partie de ses économies dans le nouveau projet de décoration que Béatrice et ce type prévoient d'ouvrir. Le monde s'est arrêté. Marcos a investi dans l'entreprise qu'il monte avec mon argent volé? Je ne savais pas qu'ils avaient volé de l'argent. Mon Dieu, Javier, je suis tellement désolé. Je suis sorti de ce bar en me sentant comme un homme qui venait de découvrir qu'il vivait dans une maison construite sur des sables mouvants. Non seulement j'avais perdu ma femme, mais j'avais aussi perdu mon fils. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison après 22 heures. Béatrice dormait déjà. Marcos ne vivait plus avec nous depuis 2 ans. Il avait son propre appartement près de l'université que je payais. 1 000 € de loyer mensuel, plus 600 € de pension alimentaire. Je me suis assis dans le salon dans l'obscurité pendant des heures. Je me suis souvenu quand Marcos avait 6 ans et qu'il était tombé de son vélo au retiro. Il s'était écorché les 2 genoux. Il avait tellement pleuré que j'avais cru qu'il s'était cassé quelque chose. Je l'avais porté dans mes bras jusqu'à la voiture. Je l'avais emmené aux urgences. Ce n'était rien de grave, juste des égratignures. Mais il m'avait serré le cou tout le chemin du retour en disant « Merci, papa ». Je me suis souvenu de ses remises de diplôme, de son premier jour à l'université, de la fois où je l'avais aidé à préparer un examen de mathématiques impossible jusqu'à 3 heures du matin. Des fois où je l'avais défendu quand il avait des problèmes. Et maintenant, ce même enfant, ce jeune homme de 26 ans, avait décidé que ma femme méritait sa loyauté plus que moi.
Il avait choisi de protéger l'adultère de sa mère. Pire encore, il avait investi de l'argent dans l'avenir qu'elle prévoyait de construire avec son amant. La trahison de Béatrice faisait mal, mais la trahison de Marcos me déchirait d'une manière que je n'avais pas de mots pour décrire. Le lendemain, j'ai de nouveau appelé Félix. J'ai besoin que vous continuiez l'enquête. Je veux savoir absolument tout, chaque conversation, chaque mouvement, chaque plan qu'ils ont, quel que soit le coût. Compris, monsieur Ruiz. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous recherchez? Je veux savoir s'il y a d'autres personnes impliquées et je veux des preuves si solides que, le moment venu de les confronter, ils ne pourront pas le nier ni échapper aux conséquences. Félix resta silencieux un instant. Êtes-vous sûr de vouloir continuer sur cette voie? Parfois, il vaut mieux simplement divorcer et passer à autre chose. Ils ont continué avec mon argent, avec ma confiance, avec ma vie pendant 14 mois. Maintenant, c'est mon tour. Le bureau de l'avocate Elena Navarro Campos était situé sur le Paseo de la Castellana, au 15e étage d'une tour de verre avec des vues panoramiques sur Madrid. 41 ans, cheveux châtains relevés en un chignon impeccable, tailleur bleu marine qui transmettait l'autorité sans ostentation. Son bureau était rempli de codes juridiques et d'une table en acajou où elle plaça un enregistreur numérique avant de commencer. Tout ce que vous me direz ici est protégé par le secret professionnel, monsieur Ruiz. Vous pouvez parler en toute liberté. Je lui ai montré les dossiers que Félix avait compilés pendant 3 semaines d'enquête, 97 photographies, 14 enregistrements audio, des relevés bancaires qui documentaient chaque euro détourné, des registres d'entrée et de sortie de l'appartement à Malazana. Tout était organisé chronologiquement avec des dates, des heures et des lieux exacts. Elena a examiné chaque document avec une méticulosité professionnelle. Elle n'a montré ni surprise ni jugement. Elle prenait des notes sur une tablette tout en examinant les preuves. Matériel solide, a-t-elle dit finalement, plus que suffisant pour un divorce contentieux pour adultère. En Espagne, lorsque l'infidélité est démontrée avec cette clarté, le conjoint coupable perd le droit à une pension compensatoire et au partage des biens. Là, c'est différent. Vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon la loi, tous les biens acquis pendant le mariage sont divisés à 50% indépendamment de qui a apporté l'argent. Cela inclut l'appartement, les comptes bancaires, les investissements. J'ai ressenti une pointe de frustration. Alors, après m'avoir volé et trahi, elle conserve toujours la moitié de tout ce que j'ai construit. Techniquement oui. Mais il y a des nuances. Le détournement des 93 000 € peut être réclamé comme appropriation indue de fonds conjugaux. Je peux demander que cette somme lui soit restituée avec intérêt avant le partage. Nous pouvons également faire valoir que l'investissement initial dans son entreprise de 180 000 € était un prêt personnel. Pas une donation. Cela fonctionnerait-il? Elena a incliné la tête, pensive. Cela dépend de la façon dont vous avez documenté cette transaction. Avez-vous des contrats signés, des accords écrits? J'ai secoué la tête. C'était un virement bancaire direct. Béatrice a dit qu'elle avait besoin de capital pour commencer et je l'ai simplement transféré. Nous étions mariés. Je lui faisais confiance. La confiance ne sert à rien devant les tribunaux, monsieur Ruiz, mais le virement bancaire oui. Nous pouvons construire un dossier. Je ne garantis pas un succès total, mais nous réduirons considérablement ce qu'elle recevra. Combien de temps durerait tout le processus? Divorce contentieux à Madrid, entre 8 et 12 mois depuis la présentation de la demande jusqu'au jugement. S'ils font appel, ajoutez 6 mois de plus. Récupération des fonds détournés, encore 8 à 10 mois dans une procédure civile parallèle. Presque 2 ans de procédure légale. 2 ans à voir Béatrice, probablement avec Gonzalo à ses côtés, se défendre devant les tribunaux. L'idée me retournait l'estomac. En attendant, que puis-je faire pour protéger mes actifs? Elena s'est penchée en arrière sur sa chaise de direction. C'est là que ça devient délicat. Vous ne pouvez pas dissimuler des biens ni les transférer frauduleusement. C'est illégal et contre-productif, mais vous pouvez réorganiser légalement vos investissements personnels. Elle a sorti un carnet et a commencé à faire des calculs rapides basés sur les informations patrimoniales que je lui avais fournies. Vous avez 485 000 € dans des fonds d'investissement à votre nom personnel acquis avant le mariage avec l'héritage de vos parents. Ceux-ci n'entrent pas dans la communauté des biens. Maintenez-les exactement là où ils sont.
L'appartement vaut environ 620 000 € selon l'estimation actuelle. Celui-là est divisé. Les comptes courants conjoints totalisent 115 000 €. Ils sont également divisés. Votre plan de pension est privé avec 230 000 €. Légalement protégé, vous ne pouvez pas y toucher avant la retraite. Elle fit des calculs mentaux, calculant un partage équitable et en supposant que nous récupérions les 93 000 € détournés. Vous en ressortiriez avec environ 580 000 € liquides plus vos investissements protégés. Elle avec environ 400 000 € compte tenu qu'elle doit rembourser ce qui a été volé et qu'elle perd sa participation dans certains actifs en raison de sa conduite. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de lui donner la moitié de tout sans conséquence. Quelle est la prochaine étape que vous recommandez? Elena joignit les mains sur la table. Cela dépend de vos objectifs. Voulez-vous simplement divorcer le plus rapidement possible ou voulez-vous que cela fasse mal? La question m'arrêta. Pendant des semaines, j'avais fonctionné en mode survie, recueillant des informations, contrôlant mes émotions. Mais maintenant, assis face à cette femme qui m'offrait des options concrètes, je devais faire face à ce que je voulais vraiment. Je veux la justice. Je veux qu'ils subissent de réelles conséquences pour ce qu'ils ont fait. Alors je suggère que nous obtenions plus de preuves. Plus précisément, nous avons besoin de preuves vidéo de l'adultère. L'audio est bon, les photographies sont meilleures. Mais des enregistrements vidéo à l'intérieur de l'appartement où ils se rencontrent seraient définitifs. Nous devons également documenter toute conversation où ils admettent le détournement de fonds ou les projets pour la nouvelle entreprise. Comment obtenir cela? Votre détective privé peut installer des caméras cachées s'il obtient l'accès à l'appartement. Légalement, c'est une zone grise, mais si la vidéo capture un comportement criminel comme la conspiration en vue d'une fraude, les tribunaux l'admettent généralement comme preuve. J'y ai réfléchi. Félix avait mentionné que Gonzalo louait cet appartement. Obtenir l'accès serait compliqué, mais pas impossible. Il y a une autre option, a continué Elena. Vous pourriez créer une situation contrôlée où vous seriez présent et les confronteriez avec des preuves. S'ils réagissent en admettant les faits, ces déclarations seraient admissibles. Un piège, une opportunité pour que la vérité éclate dans des circonstances que je contrôlerais plutôt qu'eux. L'idée avait du mérite. Pendant 14 mois, ils avaient contrôlé le récit, les temps, les mensonges. Maintenant, je pouvais inverser cette dynamique. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit en me levant. Combien sont vos honoraires? 500 € de l'heure pour les procédures de divorce. Ce cas nécessite un minimum de 100 heures. Avance de 20 000 € ajustable selon l'évolution. Je lui ai tendu la main. Vous avez un client, Dr Navarro. Préparez-vous à une guerre juridique. Cette nuit-là, j'ai pris des décisions financières que j'avais reportées. J'ai consolidé mes fonds d'investissement dans un compte de gestion de patrimoine plus sûr. J'ai révisé les documents de l'appartement. J'ai mis à jour mon testament en supprimant Béatrice comme bénéficiaire de mon assurance vie et j'ai commencé à planifier la confrontation qui mettrait fin à 23 ans de mariage et changerait nos vies pour toujours. Le plan nécessitait une coordination précise. Félix Ortega a obtenu 4 micro-caméras haute définition de la taille de bouton avec enregistrement continu jusqu'à 72 heures et stockage dans le cloud. Des dispositifs professionnels qui coûtaient 10 000 € chacun. Je les ai achetés sans sourciller. Où voulez-vous les installer, a demandé Félix lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau le jeudi 27 juin. J'ai besoin d'une couverture du salon et de la chambre principale. Ce seront les espaces où ils passeront le plus de temps. Avez-vous encore un accès libre à votre maison? Béatrice ne se doute de rien. Rien. Je suis toujours le mari travailleur et confiant de toujours. Ce même après-midi, pendant que Béatrice était au studio jusqu'à 19 h, j'ai installé les caméras personnellement. Félix m'avait montré comment faire. La première était dans le salon, cachée à l'intérieur du détecteur de fumée au plafond, avec une vue complète du canapé et de la table à manger. La seconde dans la bibliothèque, camouflée parmi les dos d'une encyclopédie que personne n'ouvrait. La troisième dans la chambre à coucher, à l'intérieur de l'horloge numérique de la table de chevet du côté de Béatrice. La quatrième dans le cadre d'un tableau du couloir qui donnait sur l'entrée principale. Toutes transmettaient la vidéo en temps réel à mon téléphone portable via une application cryptée. Je pouvais voir ma propre maison de n'importe où dans le monde. La prochaine étape était de créer l'occasion parfaite pour le piège. Le vendredi,
Pendant le dîner, j'ai commenté nonchalamment, ils m'ont appelé du bureau central de Barcelone. Ils ont besoin que je révise personnellement le projet de l'immeuble résidentiel sur la diagonale. Problème avec les permis municipaux. Béatrice a levé les yeux de sa salade avec une expression d'intérêt innocent. Quand dois-tu y aller? Je pars dimanche après-midi. Je serai absent jusqu'à mercredi. 5 jours complets. C'est ennuyeux, mais il n'y a pas d'alternative. J'ai vu la lueur dans ses yeux. 5 jours, plus de temps qu'il n'en avait jamais eu. Ne t'inquiète pas, mon chéri. J'en profiterai pour avancer le travail au studio. Nous avons 2 nouveaux projets qui nécessitent toute mon attention. Je parierais ma vie que ces projets s'appelaient Gonzalo. Le dimanche 30 juin à 18 h, j'ai fait mon acte final. Valise à la main, vêtements pliés visibles, billets d'avion imprimés sur la table du salon où Béatrice pouvait les voir. Vol IB 643 pour Barcelone. Départ 21 h 15. Retour le mercredi. Tu as tout ce dont tu as besoin, a-t-elle demandé en m'aidant avec ma mallette d'ordinateur portable. Je crois que oui. Documents, chargeur, vêtements pour 3 jours. Elle m'a embrassé sur les lèvres. Un baiser qui avait un goût absolument vide. Fais bon voyage. Appelle-moi quand tu arriveras à l'hôtel. Je le ferai. J'ai descendu les escaliers. J'ai pris un taxi qui attendait au coin. À l'hôtel Catalonia Plaza Mayor, ai-je dit au chauffeur, à 3 km de chez moi, 15 minutes en voiture. J'ai enregistré mon entrée dans la chambre 406 à 19 h 10. J'ai payé 5 nuits d'avance, 1180 € au total. De l'argent bien dépensé pour documenter la destruction de mon mariage. À 19 h 30, j'ai ouvert l'application des caméras sur mon téléphone. 4 écrans divisés montraient mon appartement vide. Béatrice n'apparaissait encore sous aucun angle. Elle était probablement dans la salle de bain en train de se préparer. À 20 h 15, je l'ai vue sortir de la chambre. Elle portait la robe rouge que je lui avais offerte pour son anniversaire, le décolleté plongeant, des talons hauts. Maquillage parfait. Elle était magnifique. Elle était comme la femme que j'avais cessé de connaître il y a 14 mois. La caméra du salon a filmé comment elle allumait des bougies parfumées sur la table à manger. Elle a préparé 2 verres de vin rouge. Elle a mis de la musique douce en fond sonore, du jazz que j'ai reconnu comme l'album que nous avions écouté lors de notre lune de miel il y a 23 ans. L'ironie était nauséabonde. À 21 h 57, elle a reçu un appel sur son portable. Je n'ai pas pu entendre la conversation car les caméras n'avaient pas encore l'audio activé, mais à ses gestes animés et son grand sourire, j'ai su exactement qui appelait. À 22 h 17 du soir du dimanche 30 juin 2024, la caméra du couloir a enregistré l'ouverture de la porte principale. Gonzalo Vega Torres est entré en utilisant ses propres clés. Il portait un bouquet de roses rouges et une bouteille de champagne Mouette et Chandon à 120 €. Béatrice a couru vers lui. Littéralement couru. Elle s'est jetée dans ses bras. Le baiser qu'ils ont partagé a duré 42 secondes. Je le sais parce que j'ai regardé le chronomètre dans le coin de l'écran, incapable de détourner les yeux. Tu m'as tellement manqué, j'ai pu lire sur ses lèvres quand ils se sont finalement séparés. Gonzalo l'a soulevée du sol en la faisant tourner. Tous deux riaient comme des adolescents amoureux. Ils sont entrés dans le salon toujours enlacés. La caméra cachée dans la bibliothèque a capturé l'angle parfait lorsque Gonzalo a sorti une petite boîte de la poche de sa veste. Des bijoux. Il l'a ouverte, la montrant à Béatrice. Elle a porté les mains à sa bouche avec une expression de surprise et de joie. Un collier. J'ai pu voir l'éclat de l'or même à travers l'image numérique. Gonzalo le lui a mis autour du cou. Elle s'est regardée dans le miroir du salon, touchant le bijou d'un doigt tremblant. Ils se sont embrassés à nouveau, ont servi le champagne, ont trinqué. La caméra du salon, avec le microphone maintenant activé à distance, a capté les mots exacts. Pour notre avenir ensemble, a dit Gonzalo en levant son verre. Pour l'appartement qui sera seulement à nous dans 6 mois, a répondu Béatrice en cognant son verre contre le sien. As-tu déjà parlé à l'avocat du divorce? Pas encore. Je veux attendre que nous ayons tout prêt pour le 2e local. Ainsi, quand je demanderai la séparation, j'aurai déjà ma propre entreprise établie sans dépendre financièrement de lui. Intelligente, toujours si intelligente, mon amour. Ils se sont assis sur le canapé,
le même canapé où je regardais des films le dimanche. Gonzalo a passé son bras autour des épaules de Béatrice. « Crois-tu qu'il se doute de quelque chose ?» a-t-il demandé. Béatrice a ri. Ce rire qui, pendant des années, m'avait semblé musical, sonnait maintenant cruel. « Ravière, s'il te plaît, cet homme ne pense qu'à ses projets architecturaux et à ses réunions ennuyeuses. Il pourrait avoir une maîtresse vivant dans la chambre d'amis et il ne s'en rendrait pas compte. » Chaque mot était du poison injecté directement dans mes veines. Mais j'ai continué à enregistrer. Pendant le reste de cette nuit de dimanche. J'ai enregistré 11 heures continues. Je les ai vus dîner ensemble à ma table. Je les ai vus danser lentement dans mon salon. J'ai entendu des conversations sur l'avenir qu'ils prévoyaient de construire ensemble, sur les voyages qu'ils feraient quand elles seraient enfin libérées de moi. Chaque minute a été documentée avec des horodatage précis dans des fichiers numériques qui étaient automatiquement stockés dans le cloud. À 4 heures du matin, j'ai éteint l'application. Je ne pouvais plus regarder. J'avais besoin de dormir quelques heures. Quand je me suis réveillé à 9 heures le lundi, j'ai rouvert les caméras. Gonzalo était toujours là. Il dormait dans mon lit à côté de Béatrice, son bras l'entourant de manière possessive. Je me suis préparé un café dans la chambre de l'hôtel, en utilisant la cafetière électrique qui se trouvait dans le minibar. Le goût était amer, mais j'en avais besoin. J'avais de vraies réunions de travail ce matin-là. La vie ne s'arrêtait pas juste parce que la mienne s'effondrait. À 14 heures, entre une vidéoconférence et une autre, j'ai de nouveau vérifié les images en direct. Béatrice et Gonzalo déjeunaient dans le salon, des pâtes avec du vin blanc. Ils conversaient détendus, à l'aise dans leur trahison. À 14h34 du lundi 1er juillet, la caméra du couloir a détecté un mouvement à la porte principale. Quelqu'un utilisait des clés pour entrer. Ma première pensée fut la panique. Un voisin en cas d'urgence, la concierge. Mais celui qui est entré n'était pas un étranger. C'était Marcos, mon fils, avec les clés de notre appartement, entrant comme si de rien n'était pendant que sa mère était avec son amant. Le choc m'a paralysé devant l'écran de mon téléphone. Marcos a fermé la porte derrière lui et s'est dirigé directement vers le salon comme quelqu'un qui rentre chez lui. Béatrice et Gonzalo ont levé les yeux. Aucun n'a montré de surprise. Aucun n'a semblé alarmé ou gêné. « Tu es en retard », a dit Béatrice d'un ton maternel. J'ai dit à 14 heures. Il y avait du trafic sur la Grand Via, a répondu Marcos en enlevant sa veste et en la laissant sur le dossier d'une chaise. Ma chaise. Gonzalo s'est levé et a serré la main de mon fils. Comment va le master, gamin? Épuisant. Dernière semaine avant les vacances d'été. Il reste de l'argent. Béatrice lui a servi une assiette. Les trois se sont assis autour de la table comme une famille qui ne m'incluait pas. Ton père est toujours à Barcelone, a demandé Gonzalo d'un ton désinvolte en buvant du vin. Soi-disant jusqu'à mercredi, 5 jours complets cette fois, record personnel. Les trois ont ri. Ce rire partagé, ce moment de complicité derrière mon dos m'a fait plus mal que n'importe quel baiser que j'avais vu entre Béatrice et Gonzalo. Parfait, a dit Béatrice. Marcos, j'ai besoin que tu examines les documents du prêt commercial que nous avons demandé. Ton père a des contacts dans le secteur bancaire et si par hasard il pose des questions à son retour, je veux que l'histoire soit cohérente. Marcos a acquiescé en mangeant. Tranquille, maman, je gère. S'il demande, je lui dirai que c'est un projet indépendant à toi financé par des investisseurs externes. Il n'ira jamais chercher plus loin. Il est tellement prévisible, a interrompu Gonzalo en s'allongeant sur la chaise avec une expression de suffisance absolue. 23 ans de mariage et la routine ne change jamais. Travail, réunion, projet. L'homme est une machine à faire de l'argent sans vie propre. Exactement pour cela que ça fonctionne si bien, a ajouté Béatrice en désignant entre elle et Gonzalo. Pendant qu'il est occupé à construire des bâtiments pour d'autres, nous construisons notre véritable avenir. Marcos a piqué un morceau de pâte avec sa fourchette. Quand allez-vous passer à l'étape suivante? Cela fait déjà plus d'1 an. Ne serait-il pas plus facile de demander le divorce directement? Patience, mon fils. Ces choses nécessitent une planification. Je veux m'assurer que lorsque je demanderai la séparation, tout sera aligné, le deuxième local fonctionnel, les comptes organisés, des preuves documentées que ton père ne me prêtait pas assez d'attention pour justifier le divorce. Ainsi,
le juge me sera plus favorable dans le partage des biens. Les mots de ma femme étaient calculés, froids, méthodiques. Ce n'était pas une passion aveugle, c'était une stratégie délibérée. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne, a demandé Marcos. La question m'a glacé le sang. Béatrice a souri. Nous en avons déjà parlé, mon chéri. Quand j'aurai le divorce et que j'aurai établi ma nouvelle entreprise avec Gonzalo, nous te donnerons le petit appartement de Malazana, celui que Gonzalo loue actuellement, 35 mètres carrés. Mais dans un excellent quartier. Il vaut environ 200 000 € sur le marché. Il sera à toi, à ton nom. En échange de quoi? En échange de ton silence maintenant et de ton témoignage après. Si nous en avons besoin. Si ton père décide de se montrer difficile lors du divorce, j'aurai besoin que tu déclares qu'il était absent, qu'il ne participait pas à la vie de famille, qu'il me laissait constamment seul. Marcos a considéré la proposition. 200 000 € d'appartement pour dire la vérité que papa travaillait toujours. Ça semble juste. Exact. Et tu ne mentirais pas techniquement. Ton père travaille trop. C'est juste que, bon, tu omets de mentionner certains détails. Les trois ont ri à nouveau. Ce rire conspirateur qui célébrait ma destruction pendant qu'il mangeait la nourriture que j'avais payée dans l'appartement que j'entretenais, planifiant de me voler avec le fils que j'avais élevé. Gonzalo s'est servi plus de vin. Je trinque à la famille parfaite. À Béatrice, qui a eu le courage de chercher le bonheur qu'elle méritait. À Marcos, qui comprend que la véritable loyauté est envers celui qui te rend heureux, pas envers celui qui paie simplement les factures. Et à moi, l'heureux élu qui a trouvé la bonne femme. Même si elle était déjà mariée. Ils ont trinqué, les trois ont bu. Et qu'est-ce qui se passe avec papa après le divorce, a demandé Marcos en s'essuyant la bouche avec une serviette. Vont-ils continuer à me financer l'université? Ton père devra payer une pension alimentaire jusqu'à ce que tu termines ton master, a expliqué Béatrice. C'est la loi. Tu as 26 ans, mais tu es toujours un étudiant dépendant. Probablement environ 1 000 € par mois, plus que suffisant. Et après? Après, tu auras ton appartement. Ton diplôme universitaire et des contacts dans le monde de la décoration. Tu seras préparé à la vie d'adulte. Ton père aura déjà rempli sa fonction. Sa fonction. Comme si j'étais simplement un distributeur automatique programmé pour distribuer de l'argent jusqu'à ce que je ne sois plus utile. Je suis resté dans cette chambre d'hôtel à regarder l'écran jusqu'à la nuit. J'ai enregistré chaque seconde, chaque mot, 11h18 de matériel qui documentait non seulement l'adultère, mais aussi une conspiration familiale complète pour fraude économique et manipulation légale. Quand Marcos a finalement fait ses adieux à 18h, il a serré sa mère dans ses bras. Merci de m'avoir inclus, maman. Papa ne m'a jamais traité comme un adulte capable de prendre mes propres décisions. Toi oui. Béatrice lui a caressé le visage. Tu es mon fils. Nous serons toujours ensemble dans cette affaire. Le mardi 2 juillet, j'ai reçu un appel inattendu de Félix à 11h du matin. Sa voix était différente, urgente. Monsieur Ruiz, j'ai besoin de vous voir immédiatement. J'ai trouvé quelque chose qui change complètement la donne. Que as-tu trouvé? Pas au téléphone. Venez à mon bureau, c'est important. 1 heure plus tard, j'étais assis devant son bureau. Félix avait son ordinateur portable ouvert et une expression grave qui n'annonçait rien de bon. Vous vous souvenez que je vous avais demandé la permission d'enquêter à fond sur les activités commerciales de Gonzalo Vega, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Oui, vous vouliez vérifier s'il y avait d'autres irrégularités financières. J'ai engagé un spécialiste en informatique forensique. Nous avons réussi à accéder à l'ordinateur personnel de Gonzalo. Ce que nous avons trouvé va bien au-delà du simple adultère. Il a tourné l'écran vers moi. Il montrait des dossiers numériques organisés par date. J'ai immédiatement reconnu les fichiers. C'étaient des plans architecturaux. Mes plans architecturaux. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Au cours des 10 derniers mois, Gonzalo Vega a copié 47 projets architecturaux complets de votre ordinateur de travail. Design résidentiel, plans commerciaux, calculs structurels, tout. Le sang me glaça. Comment a-t-il eu accès à mes fichiers? Félix a ouvert un autre dossier, montrant des captures d'écran de courriel.
Votre femme lui a fourni vos mots de passe. Regardez cette conversation entre eux du 22 avril. J'ai lu le message de Béatrice, Gonzalo, mon amour, les clés d'accès de Ravière à la plateforme d'entreprise sont, utilisateur Ravière RM24, mot de passe architecte Madrid 77. Ne change rien. Copie seulement les projets dont tu as besoin. Il ne vérifie jamais les journaux d'accès. Ma propre femme lui remettant mes identifiants d'entreprise à l'homme avec qui elle me trompait. Pourquoi voulait-il mes projets? Félix a ouvert un document Excel, il les a vendus. Regardez cette feuille de calcul que nous avons trouvée sur son disque dur. La table montrait des noms d'entreprises de construction concurrentes. À côté de chaque nom, il y avait une description du projet, la date de vente et la somme reçue. Les chiffres m'ont frappé comme des coups de marteau. Projet immeuble résidentiel Araca, 15 000 € vendu à Construction Hernandez. Conception complexe commercial Mostoles. 22 000 € vendus à Immobiliaria Castilla. Plan de rénovation Hôtel Centro Madrid. 38 000 € vendus à Reforma Delgado. La liste continuait page après page de mes projets, mon travail, ma propriété intellectuelle vendue à des entreprises qui concurrençaient directement ma firme. Combien cela représente-t-il au total? 127 000 € au cours des 10 derniers mois. Tout a été déposé sur un compte bancaire personnel de Gonzalo Vega à la Banco Sabadell. J'ai eu le vertige. Ce n'était pas seulement une trahison conjugale, c'était du vol industriel, de l'espionnage corporatif. Ma femme ne me trompait pas seulement avec cet homme, mais elle l'aidait activement à voler mon travail pour s'enrichir ensemble. Il y a plus, a continué Félix sans me laisser le temps de tout assimiler. Nous avons trouvé une demande de brevet déposée par Gonzalo le 3 juin. Il tente d'enregistrer à son nom un système de conception modulaire que vous avez développé il y a 2 ans. Il m'a montré les documents officiels. Mon système, celui qui m'avait coûté des mois de perfectionnement, celui que j'avais présenté lors d'une conférence internationale d'architecture durable, figurait maintenant dans une demande de brevet comme invention originale de Gonzalo Vega Torres. Si ce brevet est approuvé, vous ne pourrez pas utiliser votre propre système sans lui payer des redevances. Et pire encore, il pourrait poursuivre votre entreprise pour prétendue infraction à la propriété intellectuelle. L'ampleur de la tromperie m'a submergé. Ce n'avait pas été une romance passionnée née spontanément. Cela avait été une opération calculée depuis le début. Gonzalo avait besoin d'accéder à mes créations. Béatrice était la clé parfaite. L'adultère n'était probablement qu'un moyen pour une fin lucrative. Béatrice était au courant des ventes de projets. Félix a hoché la tête en me montrant un autre email daté du 12 mai. Béatrice écrivait à Gonzalo, mon amour, les 22 000 de Mostoles sont déjà arrivés sur ton compte. Quand nous aurons suffisamment d'argent accumulé, nous pourrons ouvrir le 2e local sans avoir besoin de prêt bancaire. Tu es un génie à exploiter les ressources que Ravière laisse si exposées. Ressources. Elle appelait mon travail des ressources à exploiter. C'est criminel, ai-je dit d'une voix tremblante. Ce n'est pas seulement un divorce, c'est une fraude, un vol de propriété intellectuelle, une conspiration. Exactement. Et cela change complètement la stratégie juridique. Le docteur Navarro doit voir cela immédiatement. Avec ces preuves, nous pouvons déposer une plainte pénale, en plus d'une action civile. Félix m'a remis une clé USB. Tout est là. Courriel complet, relevé bancaire des virements, copie des projets volés avec des métadonnées qui prouvent votre paternité originale, la demande de brevet frauduleuse. 243 pages de preuves documentaires. J'ai pris l'appareil avec des mains tremblantes de rage contenue. Pendant 14 mois, j'avais pensé que le pire scénario était que ma femme m'aime moins, qu'elle ait trouvé un lien émotionnel avec un autre homme. J'aurais pu vivre avec cela finalement. Le cœur humain est imprévisible. Mais ce n'était pas une affaire de cœur, c'était un crime organisé exécuté par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance, ma femme et mon fils, qui, selon les enregistrements, étaient parfaitement au courant de l'affaire que sa mère construisait avec Gonzalo. Que recommandez-vous comme prochaine étape, ai-je demandé en essayant de garder une posture professionnelle. Terminer la semaine d'absence supposée selon le plan original. Laissez-les se sentir en sécurité. Pendant ce temps, je coordonne avec le docteur Navarro pour préparer une confrontation légale définitive. Quand vous reviendrez mercredi, nous aurons tout prêt pour activer des poursuites simultanées. Divorce contentieux, plainte pénale pour vol de propriété intellectuelle,
action civile pour dommages et demande de mesures conservatoires pour geler les comptes bancaires des deux. Combien de temps avons-nous avant que Gonzalo ne remarque que nous avons accédé à son ordinateur? Notre spécialiste n'a pas laissé de traces, mais pour plus de sécurité, agissons dans les prochaines 72 heures. Au plus tard vendredi. Je suis sorti de ce bureau avec la clé USB rangée dans la poche intérieure de ma veste. 127 000 € volés, 47 projets vendus illégalement, un brevet frauduleux, 93 000 € détournés de l'entreprise et mon fils complice de tout, recevant des promesses d'appartement en échange de ma trahison. Le compte final était clair. Je ne me battrai pas seulement pour la dignité ou la justice émotionnelle. Je me battrai pour chaque euro volé, chaque design plagié, chaque mensonge documenté. Le mercredi 3 juillet, je suis officiellement revenu de Barcelone. Béatrice m'a accueilli à la maison avec un baiser routinier et une question sur la façon dont le voyage s'était passé. J'ai menti en disant que tout s'était résolu de manière satisfaisante. Elle a souri, soulagée. Pendant les 3 mois suivants, j'ai vécu une double vie parfaitement orchestrée. Le jour, j'étais le mari dévoué, l'architecte responsable, le père qui virait ponctuellement 1 800 € par mois sur le compte de Marcos pour son entretien. La nuit, je révisais chaque document juridique que Elena Navarro préparait avec une précision chirurgicale. Les demandes ont été rédigées en août. 3 documents séparaient mes coordonnées. Divorce contentieux pour adultère avec demande de suppression totale de la pension compensatoire. Plainte pénale contre Gonzalo Vega Torres pour vol de propriété intellectuelle, fraude et détournement de fonds. Demande civile contre les deux, Béatrice et Gonzalo, pour complot de fraude et dommages économiques calculés à 218 000 €. Elena a également préparé une notification officielle pour Marcos. Je ne pouvais pas le déshériter complètement selon la législation espagnole qui protège la légitime stricte des enfants, mais je pouvais lui couper tout soutien financier de mon vivant. Le document spécifiait l'annulation immédiate du paiement des frais de scolarité universitaire restants, la suspension des virements mensuels, la suppression en tant que bénéficiaire de l'assurance vie, la réduction de l'héritage futur au minimum légal obligatoire. Êtes-vous sûr de vouloir inclure votre fils dans cette affaire, a demandé Elena lorsque nous avons examiné les derniers papiers dans son bureau le 27 septembre. J'ai vu les enregistrements, j'ai entendu ses paroles. Marcos a choisi son camp consciemment. Maintenant, il subira les conséquences de cette décision. Le lundi 30 septembre à 9 h du matin, tout était prêt. Elena avait coordonné avec un huissier de justice nommé Vicente Ramos Ortiz pour qu'il nous accompagne en tant que témoin officiel. Les demandes étaient scellées et enregistrées auprès des tribunaux. Les comptes bancaires de Gonzalo avaient déjà un ordre de saisie conservatoire en attente d'exécution. Il ne restait plus que le moment de la confrontation. Ce même matin, j'ai appelé Béatrice depuis le bureau. J'ai oublié des documents importants à la maison. Je vais passer les récupérer à 11 h. Seras-tu là? Oui, mon chéri. Je travaille à la maison aujourd'hui. J'ai une réunion virtuelle à 12 h. Parfait. Je savais grâce aux caméras que le lundi, Gonzalo visitait l'appartement entre 10 h et 14 h. Béatrice lui avait donné un accès permanent pendant mes heures de travail normales. À 10 h 45, Elena, l'officier Vicente et moi, nous nous sommes garés devant l'immeuble à Chambry. J'ai vérifié mon téléphone. L'application des caméras montrait Béatrice et Gonzalo dans le salon. Il était assis sur le canapé en train de regarder des papiers. Elle préparait du café dans la cuisine. Prêt? A demandé Elena avec une mallette en cuir qui contenait 243 pages de preuves organisées en dossiers étiquetés. Prêt. Nous avons monté les escaliers. L'officier Vicente portait son insigne judiciaire visible. Elena portait un tailleur gris foncé qui projetait une autorité absolue. Je tenais les clés de mon propre appartement à la main. À 11 h 02 du matin du lundi 30 septembre 2024, j'ai ouvert la porte de ma maison pour la dernière fois en tant que mari marié. Le bruit de la clé dans la serrure a fait sortir Béatrice de la cuisine. Son expression est passée de la confusion à la terreur absolue en 2 secondes quand elle a vu que je n'étais pas seul. Ravière, que? Qui sont ces gens? Gonzalo est apparu derrière elle. En me voyant, son visage a perdu toutes ses couleurs. Il a essayé de reculer vers la chambre, mais Elena a parlé d'une voix qui a coupé l'air comme un couteau. Monsieur Gonzalo Vega Torres, restez exactement où vous êtes. Je suis le docteur Elena Navarro Campos, avocate de Monsieur Javier Ruiz Moral.
Voici Vicente Ramos Ortiz, huissier de justice du tribunal de première instance de Madrid. Vicente a montré sa carte d'identité. Gonzalo est resté paralysé. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Béatrice d'une voix aiguë. J'ai pénétré dans le salon qui avait été ma maison pendant 23 ans. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré avec un calme délibéré. Elena et Vicente sont restés debout, me flanquant comme des gardes. Cela signifie que la pièce est terminée, Béatrice. Les 14 mois de mensonges, les nuits avec ton amant dans mon lit, les 93 000 € volés à l'entreprise, les 127 000 € que Gonzalo a gagnés en vendant mes projets architecturaux. Tout s'arrête aujourd'hui. Béatrice a secoué la tête violemment. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es fou? Elena a ouvert sa mallette avec un mouvement précis. Elle en a sorti le premier dossier. Dossier à documentation photographique et vidéographique de l'adultère. 72 heures d'enregistrement continu prises dans cet appartement pendant le week-end du 30 juin au 2 juillet. Inclut des conversations explicites sur les plans de divorce et la répartition des biens. Elle a posé le dossier sur la table basse. Béatrice l'a regardé comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Dossier B. Relevé bancaire prouvant le détournement systématique de fonds de Moreno Di Zeno intérieur vers un compte joint non déclaré. Montant total soustrait, 93 000 € sur 14 mois. Deuxième dossier sur la table. Dossier C. Preuve de vol de propriété intellectuelle. 47 projets architecturaux de la paternité de Monsieur Ruiz. Vendus illégalement par Monsieur Vega à des entreprises concurrentes. Montant total obtenu 127 000 €. Inclut des courriels où Madame Béatrice Moreno fournit des mots de passe d'accès d'entreprise à M. Vega. Gonzalo a finalement parlé d'une voix tremblante. C'est une invasion de la vie privée. Vous ne pouvez pas utiliser des informations obtenues illégalement. Elena a souri sans humour. Les enregistrements ont été réalisés sur la propriété de Monsieur Ruiz avec du matériel installé par lui-même, en toute légalité. Les courriels ont été obtenus par une expertise informatique autorisée dans le cadre d'une enquête pour fraude d'entreprise, admissible devant tout tribunal. Dossier D, a continué Elena implacablement. Demande frauduleuse de brevet déposée par Monsieur Vega, tentant d'enregistrer comme sien un système de conception modulaire développé par Monsieur Ruiz en 2022. Cela constitue un plagiat industriel et peut entraîner des peines allant jusqu'à 4 ans de prison selon le code pénal espagnol. Quatrième dossier. La pile grandissait sur la table comme un monument à leur trahison. Et enfin, dossier E, transcription complète des conversations entre Madame Moreno, Monsieur Vega et Marcos Ruiz Moreno, fils de mon client, où les trois discutent des stratégies pour maximiser les avantages économiques du divorce par de faux témoignages et la dissimulation d'actifs. Béatrice s'est effondrée sur le canapé. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Javier, s'il te plaît, nous pouvons en parler. C'était une erreur. Je suis tellement désolé. Maintenant tu pleures, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Pendant 14 mois, tu n'as pas pleuré. Pendant 14 mois, tu as planifié ma destruction avec des sourires et de faux baisers. Béatrice s'agenouilla devant moi, littéralement à genoux sur le sol du salon, les mains jointes en signe de supplication. Le maquillage coulé par les larmes lui donnait un air défait. Javier, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'étais confuse, seule, cherchant une attention que je sentais ne pas recevoir. Mais je t'aime, je t'ai toujours aimé. Gonzalo ne signifie rien comparé à toi. Gonzalo la regarda avec une expression de trahison absolue. Béatrice, qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, Gonzalo, lui lança-t-elle sans même le regarder. Ses yeux restaient fixés sur moi, désespérés. Javier, je rendrai chaque euro, les 93 000 de l'entreprise. Je le jure. Je vendrai le studio de décoration si nécessaire. Je mettrai fin à toute relation avec Gonzalo aujourd'hui même, maintenant devant toi. Donne-moi juste une chance de réparer les choses. 23 ans de mariage, dis-je d'une voix plate. Tu les jettes si facilement. Il y a 5 minutes, tu étais avec lui à planifier notre divorce. Maintenant, tout d'un coup, tu m'aimes? J'avais peur de te perdre, c'est pourquoi je prévoyais de te demander le divorce en premier pour ne pas affronter le rejet. Mais si tu me donnes une autre chance, je ferai une thérapie de couple, tout ce qu'il faut. Ne détruis pas notre famille pour une erreur.
Elena intervint d'un ton professionnel. 14 mois d'adultère systématique, de vol documenté, de conspiration préméditée. Ce n'est pas une erreur, Madame Moreno. C'est une campagne soutenue de trahison et de fraude. La porte de l'appartement s'ouvrit brusquement. Marcos entra précipitamment, clairement alerté par un appel de sa mère. Il s'arrêta en voyant la scène. Sa mère agenouillée, Gonzalo pâle près de la fenêtre, l'huissier de justice avec son insigne visible, Elena avec des dossiers éparpillés. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ? Ta mère et son amant font face aux conséquences de leurs actions. Et toi aussi, Marcos. » Mon fils pâlit. « Je n'ai rien fait. » « Tu savais ? Pendant 8 mois, tu as su et tu t'es tu. Pire encore, tu as participé activement à leur conspiration en échange d'une promesse d'appartement. J'ai des enregistrements de chaque mot que tu as dit à cette table le 1er juillet. » Marcos nia frénétiquement. « Maman m'a dit que c'était compliqué, que je ne comprendrais pas, qu'il valait mieux ne pas m'en mêler. Elle m'a manipulé. Elle t'a manipulé pour accepter un appartement de 200 000 € en guise de paiement pour ton silence ? Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Maman a dit que tu nous abandonnais émotionnellement, que tu travaillais tellement que nous ne t'importions pas. Elle m'a fait sentir que la protéger était la bonne chose à faire. » Je me levai du fauteuil. Marcos recula instinctivement comme s'il craignait que je ne le frappe. Je n'avais jamais levé la main sur lui de ma vie, mais la peur dans ses yeux était réelle. « Pendant 26 ans, je t'ai tout donné, dis-je d'une voix qui tremblait d'une émotion contenue. Une éducation dans les meilleures écoles, des vacances familiales chaque été, le paiement complet de l'université sans que tu aies à travailler. Je t'ai offert une voiture pour tes 21 ans. Je t'ai financé ton propre appartement pour que tu aies ton indépendance et toi. Tu décides que protéger l'adultère de ta mère est la bonne chose à faire. Papa, s'il te plaît, j'étais naïf. J'avais peur de vous perdre tous les deux et je prenais parti. Je pensais que si je gardais le silence, vous finiriez par résoudre vos problèmes sans que la famille n'explose. La famille a déjà explosé, Marcos. Il y a 14 mois, quand ta mère a choisi un autre homme. Il y a 8 mois, quand tu as choisi de la protéger. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'officialiser ce qui était déjà détruit. » Elena sortit une enveloppe de sa mallette. Marcos Ruiz Moreno. Ceci est une notification formelle de suspension du soutien financier paternel. Effective immédiatement. Annulation du paiement des frais de scolarité universitaire restants. Suppression des virements mensuels de 1000 €. Révocation des avantages de l'assurance vie. Vous avez 30 jours pour quitter l'appartement de la rue Atocha que votre père paie. Marcos ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Il lut le document légal. Papa, il me manque 28 000 € pour finir mon master. C'est mon dernier semestre. Si tu annules le paiement maintenant, je perds 2 ans d'études. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je chercherai du travail, je paierai le loyer, je ferai tout ce qu'il faut. Mais ne me retire pas la possibilité de finir mes études. Tu as promis à ta mère un appartement. Demande-le lui ou à Gonzalo. Ce sont tes alliés maintenant. Béatrice se leva du sol et courut vers Marcos, le serrant dans ses bras de manière protectrice. Ravière, punis-moi autant que tu veux, mais ne ruine pas l'avenir de notre fils. Il n'a aucune faute. Aucune faute ? Assis à cette table, je désignai la table de la salle à manger, buvant du vin que j'ai acheté, mangeant de la nourriture que j'ai payée, se moquant de moi pendant qu'il complotait pour me voler. J'ai enregistré chaque mot, Béatrice, chaque rire, chaque conspiration. Gonzalo a finalement trouvé sa voie. Les accusations de vol de propriété intellectuelle sont fausses. Ces projets, je les ai développés indépendamment. S'il y a des similitudes avec votre travail, c'est une coïncidence. Elena a souri froidement. Coïncidence. Nous avons des courriels datés où vous demandez spécifiquement des fichiers KO de Monsieur Ruiz. Nous avons des métadonnées des fichiers qui prouvent qu'ils ont été créés sur l'ordinateur d'entreprise de Monsieur Ruiz entre 2022 et 2024. Nous avons des contrats signés par vous-même vendant ces designs à Construction Hernandez. Immobiliaria Castilla et Reforma Delgado. Cela ne prouve rien. Elena a sorti un autre dossier. Non,
Ici j'ai un contrat daté du 12 mai signé par vous-même vendant la conception d'un complexe commercial à Móstoles à Immobiliaria Castilla pour 22 000 euros. Ce design, elle a posé les plans sur la table, a été créé par Monsieur Ruiz le 14 mars. Les fichiers originaux ont un filigrane numérique qui identifie sa paternité. Votre version est une copie exacte avec le filigrane maladroitement retiré. Gonzalo est resté silencieux. Il n'avait aucune défense. La plainte pénale est déjà déposée au tribunal d'instruction numéro 7 de Madrid, dossier numéro 473 224. Délit d'appropriation illicite de propriété intellectuelle avec la circonstance aggravante de récidive systématique. Peine probable. Entre 2 et 4 ans de prison plus une indemnisation complète des dommages. Je paierai tout, a dit Gonzalo désespéré. Je rendrai chaque euro que j'ai gagné en vendant ces projets. Je retirerai la demande de brevet. Ne déposez juste pas de charges criminelles. Trop tard, a répondu Elena. Les négociations se font avant de déposer des plaintes, pas après. Le processus légal est déjà en cours. 8 mois après ce lundi 30 septembre, je me suis assis sur la terrasse de mon nouvel appartement dans le quartier de Salamanca avec vue sur le parc du Retiro. C'était un samedi 28 mai 2025, 11 h du matin. Le soleil printanier chauffait agréablement pendant que je buvais du café et révisais les documents finaux qu'Elena m'avait envoyés par email. La sentence de divorce était arrivée le jeudi précédent. Après 8 mois de procédure, d'audience, de déclaration de témoins et de présentation de preuves irréfutables, le juge a statué ce qui suit, mariage dissous pour cause d'adultère prouvé. Béatrice Moreno s'en perdait tout droit à une pension compensatoire. Le partage des biens communs lui octroyait 68 000 euros, montant calculé après déduction des 93 000 euros qu'elle devait restituer pour détournement de fonds d'entreprise. Des 620 000 euros que valait notre ancien appartement à Chambry, j'ai reçu la totalité après avoir racheté sa part correspondante avec les économies que j'avais légalement protégées. Je l'ai immédiatement vendu pour 425 000 euros. Je ne pouvais pas vivre dans cet espace contaminé par les souvenirs de trahison. Le processus criminel contre Gonzalo Vega Torres avait été conclu 2 semaines auparavant. Condamnation, 2 ans de prison avec sursis conditionné au paiement d'une indemnisation complète de 218 000 euros sur 10 ans, soit des paiements mensuels de 1 818 euros pendant 120 mois. S'il manquait un seul paiement, le sursis était révoqué et il devait purger sa peine effective en prison. Son entreprise de décoration partagée avec Béatrice a fait faillite en décembre, sans capital, sans réputation après le scandale public du procès, sans clients désireux de faire appel aux services de décorateurs impliqués dans une fraude d'entreprise. Moreno Dizeno Interior a fermé définitivement le 22 janvier, laissant des dettes de 84 000 euros envers des fournisseurs. Béatrice a dû vendre sa voiture, une BMW qui valait 32 000 euros. Elle a déménagé dans un appartement en location à Valca, un quartier beaucoup plus économique que Chambry. Elle travaillait maintenant comme vendeuse dans un magasin de meubles, gagnant 1 300 euros par mois. À 49 ans, elle repartait de zéro, sans patrimoine, sans entreprise, sans les commodités que pendant 23 ans je lui avais fournies. Gonzalo vivait avec sa sœur à Retafe, a déclaré une insolvabilité partielle. Toute saisie de ses comptes bancaires a laissé un solde d'à peine 6 000 euros. L'appartement à Malazana qu'il louait, il l'a perdu. Sa réputation professionnelle détruite signifiait qu'aucune entreprise de construction ou de décoration à Madrid ne l'embaucherait jamais. Mais la conséquence qui me faisait le plus mal, même après tout, c'était Marcos. Mon fils a abandonné le master en administration des affaires, il lui manquait exactement un semestre pour obtenir son diplôme, 28 000 euros de frais de scolarité qu'il n'a pas pu payer. 2 ans d'études perdues. Il a dû quitter son appartement de la rue Atocha. Il a déménagé temporairement avec Béatrice dans ce petit appartement en location à Valca. Il a trouvé un emploi comme assistant administratif dans une entreprise de logistique. Salaire, 1 180 euros par mois. Rien comparé aux opportunités qu'il aurait eues avec un diplôme de MBA et les contacts que j'aurais pu lui fournir. Il a tenté de me contacter 3 fois. Des appels téléphoniques auxquels je n'ai pas répondu. Un long email envoyé en février expliquant qu'il avait été manipulé, qu'il comprenait ma rage, qu'il implorait pardon. Je l'ai effacé sans finir de le lire. En mars, il m'a envoyé une lettre physique à ma nouvelle adresse. Je ne sais pas comment il a obtenu l'information. La lettre disait, « Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Chaque jour, je vis avec la honte de mes décisions.
Je ne te demande pas d'argent ni d'aide. Je veux juste que tu saches que tu me manques et que je regrette profondément de t'avoir trahi. Ton fils qui n'a pas été digne de toi. Marcos. J'ai rangé cette lettre dans un tiroir sans répondre. Peut-être qu'un jour, des années plus tard, quand la douleur s'atténuerait, nous pourrions parler. Mais pas maintenant, pas quand la blessure saignait encore. Ma vie, paradoxalement, a fleuri après la destruction. En novembre, j'ai rencontré Sylvia Montero Cruz, architecte spécialisée en design durable, 43 ans, divorcée sans enfant. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle sur la construction écologique à Barcelone. Nous avons conversé pendant des heures sur des projets, sur des passions partagées pour créer des espaces qui amélioraient la vie des gens. Notre relation a commencé lentement, sans hâte, sans mensonge. Sylvia savait exactement ce qui s'était passé avec Béatrice. Je lui ai tout raconté lors de notre 3e rencontre. Elle a écouté sans juger, puis a partagé sa propre histoire d'ex-mari qui l'avait trompée avec sa meilleure amie. Nous étions 2 personnes en reconstruction, apprenant à faire confiance à nouveau. En février, mon cabinet d'architecte a remporté un appel d'offres international pour la conception d'un complexe résidentiel durable à Lisbonne. Un contrat de 1 200 000 €, le plus grand projet de ma carrière. On m'a proposé de le diriger personnellement. J'ai accepté. Cela signifiait voyager au Portugal 2 semaines par mois pendant 1 an et demi. Mais Sylvia, étant architecte indépendante, pouvait m'accompagner. Nous collaborerions même sur des aspects du design liés à l'efficacité énergétique, sa spécialité. Aujourd'hui, assis sur cette terrasse avec vue sur le Retiro, j'ai réfléchi au coût de la justice. J'avais gagné légalement. J'avais retrouvé ma dignité, mon patrimoine, le contrôle de ma vie. Béatrice, Gonzalo et Marcos faisaient face aux conséquences tangibles de leurs actions, mais 23 ans de mariage ne s'effacent pas avec des jugements. Les souvenirs de Marcos enfant, de l'homme jeune que je croyais connaître continuaient de faire mal. Des nuits où je me demandais si j'avais trop travaillé, si j'avais négligé des signes que j'aurais dû voir, si une partie de la faute était la mienne pour les absences émotionnelles que Béatrice avait mentionnées. Elena m'avait dit un jour, la vengeance parfaite n'existe pas. Elle a toujours un prix pour celui qui l'exécute. Elle avait raison. J'ai gagné toutes les batailles légales, mais j'ai perdu la famille que je croyais avoir. Cependant, en regardant vers l'avant au lieu de l'arrière, j'ai vu des possibilités qui n'existaient pas auparavant. Sylvia est entrée sur la terrasse avec 2 tasses de thé. Elle s'est assise à mes côtés, sa main rencontrant la mienne naturellement. « Tu penses au projet de Lisbonne ?» a-t-elle demandé, entre autres choses. Marcos. J'ai acquiescé. Elle a serré ma main avec une compréhension silencieuse. Un jour, tu pourras peut-être lui pardonner, mais tu n'es pas obligé de le faire maintenant ni jamais. L'important est que tu aies choisi de vivre avec la vérité au lieu d'un mensonge confortable. Elle avait raison. Pendant 14 mois, j'ai vécu trompé, heureux dans une ignorance construite sur des trahisons. Maintenant, je vivais avec une vérité douloureuse, mais réelle. Je préférais la douleur honnête au faux bonheur. Mon téléphone a sonné. C'était mon associé du cabinet d'architecte avec des nouvelles sur l'approbation finale des permis pour le projet à Lisbonne. Tout est en ordre. Début des travaux en juillet. J'ai regardé Sylvia. J'ai regardé le parc où des familles se promenaient un samedi matin. J'ai regardé les documents de divorce finalisés sur la table. 23 ans terminés. 52 ans accomplis il y a 1 mois. Le reste de ma vie devant moi et pour la première fois depuis 8 mois, j'ai souri sincèrement en pensant à l'avenir. Si vous avez aimé cette histoire, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la boîte à gauche. Merci de nous avoir regardés.